Et donc, nous allons aujourd'hui explorer de quelle manière le dialogue avec les parties prenantes permet de construire une démarche RSE qui soit robuste et qui soit gage de réussite. Et bien, c'est parti. Alors, tout d'abord, quelques mots de présentation. Je m'appelle Julia Derru. J'ai 20 ans d'expérience dans le secteur privé, donc une première partie de carrière dans le secteur privé pour de grands groupes, dont 12 ans en communication, marketing et développement. En 2001, j'ai décidé de me consacrer entièrement à la RSE sur laquelle j'avais commencé à travailler. Et donc j'ai créé mon cabinet Domani et je suis aujourd'hui consultante en RSE. J'accompagne les organisations publiques et privées dans leur transformation et leurs enjeux de transition. Je travaille au travers de trois axes, qui est le conseil stratégique et l'accompagnement opérationnel. Je fais aussi beaucoup de formation et de sensibilisation aux enjeux climatiques avec par exemple les outils comme la fresque du climat et le pitch climat, au levier d'action bas carbone avec 2 tonnes et l'atelier Cultivons notre avenir, et puis aux enjeux de diversité et de discrimination au travers de la fresque de la diversité qui a été co-créée par l'ESSEC. Et je suis également consultante bilan carbone. Alors aujourd'hui, on va commencer par quelques éléments de contexte et ensuite on rentrera vraiment dans quelque chose d'extrêmement pratico-pratique et en fait je vais vous raconter l'histoire de la création d'une démarche RSE dans l'entreprise Pulse Group avec Xavier qui est présent aujourd'hui pour témoigner. L'histoire et le contexte, c'est tout d'abord une thèse professionnelle. En fait, c'est une thèse professionnelle que j'ai soutenue en 2023 au sein de l'ESSEC, où j'ai réalisé donc un master en management et gestion des organisations. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet du dialogue avec les parties prenantes? Eh bien parce que ce sujet, il est central dans une démarche RSE. Mais malgré ça, il est insuffisamment connu et utilisé par les entreprises. Et moi, j'ai voulu démontrer que ce dialogue avec les parties prenantes, eh bien, il avait toute sa place dans une stratégie RSE et notamment dans des entreprises de petite taille ou de taille intermédiaire. Alors, Pulse, eh bien, c'est une entreprise familiale qui est dirigée par Xavier et Cécile, qui est située à Clisson, en Loire-Atlantique. Et quand j'arrive en 2023, c'est une entreprise qui a 6 ans, qui fait 44 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a 12 salariés. 18 au bout de 6 mois. En fait, c'est une entreprise en hyper croissance et comme j'aime le rappeler, c'est un ovni. Pulse est un ovni, une entreprise vraiment atypique, différente, des locaux atypiques, un management atypique et pourtant de très grandes ambitions. Une entreprise qui souhaite devenir l'acteur de référence sur son secteur. Alors qu'est-ce qu'elle propose, Pulse? Elle propose une offre qui est innovante. C'est en fait une forme de location financière de meubles froids pour la distribution alimentaire. Alors les meubles froids, ce sont les vitrines réfrigérées que vous allez trouver dans les supermarchés où vous achetez vos yaourts ou vos pizzas surgelées. Et en fait, Pulse souhaite devenir l'acteur de référence de son secteur au travers d'une offre innovante en gestion de cycle de vie avec réemploi des meubles. L'idée n'est plus que les points de vente achètent un meuble et le gardent pendant 15 ou 20 ans, mais qu'elles achètent un service qui leur permettra d'avoir des meubles de moins énergivores qui viennent compléter, on va dire, les rayons du supermarché. C'est un concept durable qui est basé sur l'économie circulaire et sur l'économie de la fonctionnalité. On change d'usage, on passe de l'achat à la location. La distribution alimentaire, c'est un secteur qui est en mutation et la particularité de l'activité de Pulse, c'est qu'il y a bien sûr les clients qui sont les points de vente, mais également une deuxième forme de clients ou de partenaires incontournables qui sont les bailleurs et qui permettent que cette location financière et que cette location, en fait, elle soit possible. Alors, on va tout d'abord revoir quelques notions clés et revues de vocabulaire pour que tout le monde ait le même niveau de connaissance et ça va être important de revoir certains points. La RSE, tout d'abord, c'est l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. C'est une définition du livre vert de la Commission européenne de 2001. Et ce qui est important dans cette définition, c'est le mot volontaire. En fait, une démarche RSE, elle n'est pas contrainte par la réglementation. Elle se fait de manière volontaire, elle va au-delà des réglementations.
La deuxième chose importante, vous le voyez ici, c'est la notion de partie prenante qui est présente dans cette définition. Or, les parties prenantes au quotidien, quand on parle de RSE, quand on entend parler de RSE, eh ben on en entend parler assez peu. Et pourtant, elles sont centrales. On va y revenir après. L'objectif final de la RSE, c'est quoi? C'est une meilleure prise en compte des impacts sociaux et environnementaux dans les activités de l'entreprise. Le développement durable maintenant, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Et en fait, pour résumer, on pourrait dire que la RSE, c'est la prise en compte des principes du développement durable dans les activités de l'entreprise. Alors ce développement durable, il dépasse la sphère de l'entreprise. Il y a une partie sociétale, une partie économique et une partie environnementale. Et on voit qu'à la jonction de ces trois sphères, on a cette zone de durabilité qui est ici et qui permet justement d'être dans ce développement durable. RSE et ESG, j'aime bien préciser les termes parce que c'est vrai qu'il y a énormément de vocabulaire autour de la RSE. Alors RSE et ESG, ce sont des termes qui sont très proches et qui regroupent à peu près les mêmes choses. Sauf que la RSE, on va plutôt utiliser le terme quand on va parler de plan d'action, d'engagement, de politique d'entreprise, de stratégie. Et et l'ESG, on va plutôt en parler lorsqu'on va parler de normes, de réglementation, d'indicateurs de performance, de reporting. On va aussi davantage retrouver l'ESG dans le secteur financier et dans le secteur bancaire, qui traditionnellement utilisera plutôt OSG à la place de RSE. Mais ce sont deux sigles, deux acronymes qui se rapportent à la responsabilité sociétale et environnementale, à la responsabilité sociétale des entreprises et qui portent sur les volets environnement, social et gouvernance. Alors pourquoi une démarche RSE? S'engager dans une démarche RSE, c'est un cercle vertueux pour l'entreprise parce que ça permet de donner du sens dans la mission que l'entreprise veut pouvoir mener, donner du sens aussi aux collaborateurs. Et donc ça permet de les recruter et de les fidéliser, ce qui est un atout majeur aujourd'hui dans un marché qui est compliqué pour les recrutements. Ça permet aussi de développer une image de marque responsable et de répondre aux attentes des clients qui sont de plus en plus attentifs aux engagements des entreprises. Ça permet aussi de répondre aux attentes des investisseurs. Les investisseurs qui vont être de plus en plus regardants sur justement l'engagement des structures. Ça permet de se distinguer de ses concurrents, de remporter des marchés, des appels d'offres, d'anticiper la réglementation et enfin, in fine, de garantir la pérennité de l'activité. La RSE, finalement, pour moi, c'est surtout de la gestion de risque. Et d'autant plus dans on va dire, le contexte actuel de hausse des coûts de l'énergie, de volatilité du cours du pétrole, d'épuisement des ressources. On est vraiment sur la gestion de risque quand on met en place une démarche RSE. Alors maintenant, la norme ISO 26000, c'est vraiment quelque chose d'important et ça a été un peu la base de mon travail de thèse. La norme ISO 26000, c'est une référence internationale de la RSE. C'est un peu la Bible de la RSE. Elle a été rédigée en 5 ans par 99 pays et 400 experts. Et en fait, elle regroupe 7 piliers, cette norme. Elle explique en fait ce que c'est que la RSE. C'est une norme qui se veut unique et qui permet de mettre en place la RSE et de définir la RSE, quel que soit le type de structure, publique, privée, associative, quelle que soit sa taille, quel que soit son pays d'appartenance. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans cette norme, il y a vraiment une place centrale qui est donnée aux parties prenantes. C'est la base de cette norme. Et alors là, on voit que au-delà des trois volets habituels, social, environnemental et gouvernance, eh bien en fait, cette norme, elle parle de beaucoup plus de sujets que ces trois volets. Euh, dans les 7 piliers, il va y avoir les droits de l'homme, les relations, les conditions de travail, donc là c'est le volet social, le volet environnemental, mais aussi la loyauté des pratiques, tout ce qui concerne l'éthique, également les questions relatives aux consommateurs, les communautés et le développement local, et bien sûr au centre, la gouvernance de l'organisation. Si on creuse davantage cette norme, on voit qu'il y a cette question centrale, mais en tout,
36 domaines d'action. Et en fait, la RSE, elle est très vaste. Tous les domaines, tous les métiers sont concernés. Et on va parler d'éducation, de culture, de création de richesse, de santé. On va parler de promotion de la chaîne de valeur, de la concurrence loyale, de discrimination, de devoir de vigilance, de services après-vente, de résolution des réclamations, des litiges. Tous ces sujets-là, intuitivement, on se dit forcément qu'ils sont dans la RSE. Et pourtant, la RSE, selon la norme ISO 26000, couvre ces sujets-là. On voit donc que tous les services, tous les métiers sont concernés dans une entreprise. Et sur ce visuel, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que le dialogue avec les parties prenantes est la base de cette norme, au cœur de la norme. Alors justement, les parties prenantes, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des acteurs qui ont un intérêt dans les activités de l'entreprise. On distingue les parties prenantes internes et les parties prenantes externes. Et dans les parties prenantes internes, on a bien sûr les salariés, mais on a aussi les dirigeants qui sont parties prenantes de leur entreprise, les managers, les syndicats, les actionnaires. Et dans les parties prenantes externes, on a les clients fournisseurs, ça c'est facile, mais on a aussi l'État, les créanciers, les concurrents, les utilisateurs finaux, les sous-traitants, les associations. On prend par exemple, si on prend l'exemple d'un aéroport, eh bien dans ces parties prenantes, il y aura les riverains qui habitent aux abords de l'aéroport. Alors que ces parties prenantes-là ne seront pas forcément très pertinentes dans le cas d'un cabinet d'expertise comptable. Donc on voit bien que les parties prenantes, elles vont être différentes selon l'entreprise et son activité, son secteur. Pourquoi c'est important? Et là, c'est vraiment toute la base de la réflexion sur la théorie des parties prenantes de Ed Freeman. Dans les années 80, en fait, Ed Freeman, il explique que l'entreprise, elle fait partie d'un écosystème avec des parties prenantes internes et externes, et que l'entreprise n'existe pas sans son écosystème. Elle a des responsabilités vis-à-vis de lui, et les décisions de l'entreprise vont avoir un impact sur ces parties prenantes, et les décisions de ces parties prenantes, un impact sur l'entreprise. De bonnes relations avec les parties prenantes permettent d'obtenir un avantage concurrentiel, ça permet d'avoir davantage de confiance, de capacité à coopérer, de co-créer de la valeur. Et en fait, ce sont les parties prenantes qui assurent la prospérité. Une entreprise, elle n'est rien sans ses clients, elle n'est rien sans ses salariés, et elle n'est rien sans ses parties prenantes d'une manière générale. Rentrons maintenant dans le concret, dans la construction de la démarche. Alors, on a commencé chez Pulse par une identification des parties prenantes. C'était en avril 2023. J'ai réuni les 12 salariés, je leur ai demandé de coller des post-it sur une grande matrice en mettant les parties prenantes qu'ils connaissaient de l'entreprise. Alors, sur cette matrice, il y avait d'un côté le niveau de pouvoir des parties prenantes et en bas le niveau d'intérêt. C'est une matrice pouvoir-intérêt qui permet de classifier en fait les parties prenantes selon différentes zones de la matrice. Et alors le résultat, c'est qu'il y a eu 138 post-it de collés et 80 parties prenantes uniques d'identifier. Donc une entreprise de 6 ans avec seulement 12 salariés peut avoir un écosystème composé de 80 acteurs ou groupe d'acteurs. C'est quelque chose qui a beaucoup surpris l'équipe et qui leur a permis de bien comprendre l'écosystème dans lequel évoluait l'entreprise. Ce qui était intéressant, c'est que par exemple l'équipe comptable a identifié des parties prenantes comme les experts comptables et que l'équipe commerciale avait des parties prenantes complètement différentes comme les transporteurs. Et en fait, mis bout à bout, eh bien, ça fait cette matrice que vous avez et que vous voyez sur l'écran. À partir de là, j'ai analysé les données de manière à pouvoir avoir des stratégies différentes en fonction de la typologie des parties prenantes. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas de Pulse, 50% des parties prenantes ont un pouvoir élevé et un intérêt élevé pour Pulse. Ce sont les parties prenantes stratégiques dans lesquelles on doit être dans une logique de gestion rapprochée et de partenariat. Mais il y a quand même trois quarts des parties prenantes qui ont du pouvoir sur l'entreprise et qui doivent faire l'objet d'une relation privilégiée. Alors à partir de là, avec l'équipe marketing communication, on a construit cette cartographie des parties prenantes, cette cartographie qui rassemble l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, qui est un outil de communication intéressant et qui est bien sûr propre à chaque entreprise et à chaque secteur. On voit dedans par exemple que les médias
sont présents. Il ne faut pas oublier que les médias peuvent être des parties prenantes. On va retrouver les plateformes logistiques et on va retrouver bien sûr les bailleurs et les partenaires financiers chez Pulse. Et dans les salariés, en fait, on va intégrer aussi la famille des salariés parce que c'est quelque chose qui est ressorti lors de l'identification des parties prenantes. Les familles des salariés qui ont une place importante dans l'entreprise Pulse. Donc ce sont des choses, des éléments très personnalisés en fait, cette cartographie. Alors le dialogue maintenant. Maintenant qu'on a identifié l'écosystème, eh bien c'est un premier pas vers le dialogue. Pourquoi est-ce qu'on va mettre en place ce dialogue? L'objectif, c'est de recueillir le point de vue des parties prenantes afin d'éclairer les décisions de l'entreprise. Alors, les prochaines étapes, une fois qu'on a identifié l'écosystème, eh bien, c'est de rencontrer et d'échanger avec les parties prenantes stratégiques pour les interroger sur leurs attentes et ensuite de réaliser une matrice de matérialité. On va le voir derrière. Dans les parties prenantes interrogées, on a choisi d'interroger 12 personnes. On a donc réalisé 12 entretiens semi-directifs avec les deux dirigeants de l'entreprise, trois salariés pour les parties prenantes internes et à l'externe avec deux clients, deux bailleurs et trois fournisseurs. Dans le questionnaire, ont été abordés des sujets concernant la RSE, sur les volets gouvernance sociale et environnement, mais aussi sur leurs attentes de l'entreprise, sur leur vision du dialogue, sur leurs points de satisfaction et sur les axes d'amélioration qu'ils souhaiteraient. On a récupéré énormément de données parce qu'un entretien d'une heure, ça va être plusieurs pages de texte quand il va être transcrit, et on va en tirer des verbatims. Et par exemple, ce verbatim de salarié qui parle effectivement de la fierté de travailler pour Pulse et de faire un business durable. On va avoir bien sûr d'autres verbatims, quelques exemples aussi de verbatims de salariés qui vont parler de surconsommation, de la seconde vie du matériel, du recyclage, qui vont parler de traçabilité du matériel et puis aussi beaucoup du bien-être. Donc ça permet de prendre la température et d'avoir vraiment des données concrètes avec les attentes et les enjeux qui sont importants pour eux. Même chose pour les clients. Là, on a un client qui m'a déclaré, on a un très gros sujet qui concerne énormément Pulse, c'est la consommation d'énergie parce qu'on est dans des magasins équipés de 60 enceintes froides. Donc forcément, il y a des énormes enjeux de consommation électrique. Effectivement, avec l'explosion des prix de l'énergie depuis quelques années, en fait, la consommation électrique des meubles froids est devenue un enjeu majeur pour les entreprises et pour les points de vente. Donc là, les clients, ils vont être intéressés sur ces sujets de consommation d'énergie. Mais également, ils vont s'intéresser à la démarche de l'entreprise, au fait effectivement qu'on répare plutôt que de remplacer un meuble, au fait également que on soit dans de l'économie circulaire, au choix des fluides, aux casse-meubles, aux assurances et au transport. Ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Alors, on ne va pas faire tous les types de parties prenantes parce qu'on n'a pas une heure aujourd'hui, mais c'est pour vous donner une idée de la matière très riche qui est récoltée dans les entretiens réalisés lors du dialogue avec les parties prenantes. Et alors, une fois qu'on a analysé toutes ces attentes, voilà ce qui ressort. Les salariés, les bailleurs, les clients, les fournisseurs, les quatre grandes catégories, eh bien, ils ont des attentes différentes. Par exemple, les bailleurs, ce qui les intéresse, c'est la trajectoire carbone de l'entreprise et le transport des meubles. Les clients, ce sont les économies d'énergie et des solutions techniques fiables. Les fournisseurs sont intéressés par la gestion des fluides et par le transport. Et les salariés s'intéressent à différents sujets, dont la biodiversité, l'eau, l'énergie et les déchets. Par contre, ce qui les met d'accord tous, c'est vraiment le sujet du recyclage des meubles froids. Et donc cette analyse des attentes, elle va nous permettre de réaliser ce qu'on appelle une matrice de matérialité. Donc il y a le dialogue, on récupère la matière, on analyse toutes ces attentes avec une matrice de codage, et ça permet de réaliser cette matrice des enjeux matériels. Qu'est-ce que c'est un enjeu matériel? C'est tout simplement un enjeu qui est important pour l'entreprise. Et on pourrait donc donner comme synonyme à matérialité l'importance. Et alors, on voit qu'il y a trois enjeux cruciaux. Premier enjeu,
Eh bien, c'est la structuration et la qualité, parce qu'on est dans une entreprise qui a 6 ans d'existence quand j'arrive en 2023, qui est en hyper-croissance, qui s'est développée très vite, mais du coup, qui n'a pas pris le temps de se structurer. Donc, premier enjeu important, structuration, qualité. On voit aussi qu'on va avoir dans les enjeux cruciaux l'économie circulaire et le changement climatique. Après, dans les enjeux majeurs, on va retrouver des sujets sur le service client, sur les achats responsables, sur le bien-être au travail, sur le transport, la logistique, la communication, etc. Et on va s'intéresser notamment aux enjeux qui sont dans la zone de consensus, la zone qui est centrale et qui en fait consensus entre les attentes des parties prenantes en ordonnée et l'importance pour l'entreprise en abscisse. Cette matrice de matérialité compte 18 enjeux et en fait elle va nous permettre de construire notre démarche RSE et notre plan d'action. Et bien, à partir de cette matrice, j'ai identifié 8 axes principaux: structurer, sensibiliser, sécuriser, réduire l'impact, mesurer, renforcer les relations, communiquer et déléguer. Ces 8 axes, je les ai déclinés en 22 recommandations, des recommandations plus concrètes. Par exemple, dans la sensibilisation, je recommande de sensibiliser les équipes au changement climatique, mais aussi de faire du lobbying dans le secteur de la distribution alimentaire pour sensibiliser le secteur de la distribution alimentaire qui est encore peu mature sur ces sujets. Donc on voit réduire l'impact, on va parler des transporteurs, on va parler également de la politique d'achat responsable, du traitement des déchets. On va avoir également sur la mesure, la mise en place d'indicateurs de performance, le bilan carbone. On va avoir dans la communication différents sujets également sur un audit de la démarche RSE, sur la refonte du site internet en site éco-responsable. Voilà, ce sont les 22 recommandations. Je ne rentre pas dans le détail, de toute façon, vous aurez accès aux slides après le webinaire. Chaque recommandation peut faire l'objet de plusieurs actions. Je vais prendre un exemple ici sur la recommandation 1 qui est de lancer et formaliser la démarche. Eh bien, il y a différentes actions qui vont être mises en place, notamment la création d'un comité interne ou la rédaction du rapport RSE. Alors à ce stade, ce sont des recommandations que je fais. C'est à l'entreprise, à la direction et au CODIR de valider. Et donc derrière toutes ces recommandations, j'organise justement une présentation de mon plan d'action en CODIR, en leur demandant de décider si on retient les recommandations ou pas, de leur donner un ordre de priorité et surtout de pouvoir les planifier dans le temps. Et donc, en ressort le plan d'action définitif qui est présenté aux salariés et qui, autour des 22 recommandations de base, nous donne 55 actions qui sont déclinés sur 3 ans, 3 ans et demi de plan d'action. Donc un plan d'action qui est ambitieux et évolutif, évidemment, qui sera amené à évoluer. Voilà pour la construction du plan d'action. Alors, le bilan à 24 mois. Où en est Pulse aujourd'hui? Eh bien, tout ce qui est en vert, c'est ce qui a été réalisé au niveau des 22 recommandations principales. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont avancé. Si on rentre dans le détail du plan d'action, eh bien, aujourd'hui, il y a 68 actions qui sont dans ce plan d'action parce que le comité RSE qui a été créé a proposé 2 nouvelles initiatives. Sur ces 68 actions, 34 actions ont été réalisées, 14 actions sont en cours et il reste 20 actions à lancer qui sont les lignes en blanc. On est sur un niveau de progression d'environ 70%, c'est-à-dire qu'on est en avance par rapport à ce qui était prévu initialement. Dans les actions structurantes qui ont été mises en place chez Pulse, il y a eu tout d'abord la création de ce comité RSE avec des ambassadeurs bénévoles. Sur les 18 salariés de l'entreprise, il y a 9 ambassadeurs RSE. C'est pour dire à quel point il y a eu vraiment une adhésion et un engouement pour cette démarche RSE, puisque la moitié des effectifs font partie du comité, ce qui me permet de leur confier des démarches et de démultiplier en fait la puissance d'action. Il y a eu également la rédaction du premier rapport RSE en 2024, la mise en place de 35 indicateurs en environnement social et éthique afin de préparer le reporting qui viendra par la suite.
Et puis on a mis en place un partenariat sur le recyclage, qui était une action centrale et qui permet aujourd'hui de recycler nos meubles arrivés en fin de vie à 82% et de les valoriser à 93%. On a également un bilan carbone qui est en cours, hein, avec aujourd'hui une collecte des données qui arrive à sa fin et qui devrait être terminée dans les 2-3 mois à venir. Et enfin, on a ce beau résultat au niveau de l'audit EcoVadis, puisque EcoVadis est venu récompenser cette démarche avec une médaille d'or au mois d'avril. Si on regarde cet audit, c'est assez intéressant. En fait, en 2024, on a fait un premier audit sur les actions mises en place en 2023. Donc, avant mon arrivée, il y avait déjà plusieurs actions qui avaient été mises en place, mais il n'y avait pas encore de structuration. Le score de l'entreprise était de 43 sur 100. Et en fait, un an plus tard, après avoir structuré et démultiplié justement la puissance de diffusion des actions, eh bien on arrive à un score de 81 sur 100 et avec cette médaille d'or. Et on voit que on a réussi à développer des actions de manière assez équilibrée entre le volet environnemental, social et éthique. C'est une belle récompense pour l'entreprise. Les enseignements de ce travail de dialogue avec les parties prenantes. Les points forts de la méthode tout d'abord. Le dialogue avec les parties prenantes, c'est un atout, vraiment un super atout pour une entreprise et notamment pour une PME ou un ETI. Ce dialogue, il se fait traditionnellement dans les grands groupes, mais si une entreprise de plus petite taille décide de mettre en place le dialogue, en fait, ça va être un gage de crédibilité et de confiance. Les parties prenantes externes, elles ont été très surprises en fait par la démarche de Pulse et par la qualité de cette démarche. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de parties prenantes lors des entretiens qui m'ont dit, mais on est super étonnés, on est super agréablement surpris de voir ce qui se passe chez Pulse et comment ils mènent leur démarche RSE. Donc vraiment, ça permet de marquer de très bons points auprès de ces parties prenantes. Ensuite, c'est un outil qui est très puissant. On va récolter énormément de matière, on va recueillir des attentes, on va identifier des problèmes, on va identifier des solutions, des opportunités de co-construction. Et en fait, moi, quand j'ai fait la retranscription des entretiens, à chaque entretien, j'avais toutes les idées du plan d'action qui arrivaient, mais qui m'étaient données en fait par les personnes que j'ai interrogées. C'est vraiment un outil très puissant, très efficace. Ensuite, c'est un outil pédagogique. Ça permet vraiment de faire de la pédagogie sur la démarche RSE, à l'externe comme à l'interne. Ça permet de communiquer, d'expliquer pourquoi, quelle démarche, et ça, c'est toujours extrêmement apprécié. Quatrième point fort, c'est un outil fédérateur en interne. Ça permet de fédérer l'équipe, de les embarquer dans la démarche et de leur permettre de participer. Et ça, c'est vraiment un point hyper intéressant. Ensuite, c'est une méthode qui est robuste, qui permet de construire une stratégie sur une méthodologie qui est solide et qui est structurante en fait. Et enfin, c'est surtout une démarche qui ne va pas rester en surface. Ça permet de creuser en profondeur et de parcourir tous les volets de la RSE au travers de la norme ISO 26000, parce que ce qu'on peut reprocher souvent à certaines démarches, par manque de moyens et de connaissances, dans certaines entreprises, la démarche elle va être lancée par un dirigeant ou une dirigeante qui va identifier quelqu'un qui est intéressé par la RSE et qui va porter le projet. Et en fait, ils vont se mettre sur un coin de table, je caricature un peu, et ils vont commencer à rédiger des choses et à lancer des idées. Et en fait, ils vont lancer des idées qui correspondent à leur sensibilité et à leurs attentes. Et en fait, c'est ce qui s'était un petit peu passé avant mon arrivée chez Pulse avec quelqu'un qui portait le projet RSE et qui avait lancé les premières idées, mais en fonction de sa propre sensibilité, sans pour autant répondre aux attentes des parties prenantes. Et donc ça n'avait pas très bien fonctionné. Donc l'idée, c'est d'aller creuser en profondeur et d'aller aussi toucher à des sujets qui touchent à la stratégie, au modèle d'affaires de l'entreprise. Dans les points d'attention à avoir, bien sûr, le dialogue, ça demande du temps. Mais ça tombe bien parce que il faut prendre le temps de construire une démarche RSE. Il ne faut pas être pressé. Il faut prendre le temps.
6 mois pour moi, c'est un timing qui est correct parce qu'il faut prendre le temps de comprendre l'entreprise, comment elle fonctionne, de faire un audit de ce qui a été fait et de pouvoir faire tout ce travail de dialogue pour construire un plan d'action qui soit solide et qui dure dans le temps. Prendre ce temps au début, c'est du temps de gagner par la suite. Ensuite, c'est bien sûr une méthode qui demande des investissements en moyens humains et pour cela, il faut pouvoir dédier une personne à la démarche ou tout au moins avoir une personne unique qui, à un moment, pilote cette démarche et a une vision d'ensemble de ce qui est en train de se passer. Et puis enfin, c'est une méthode qui forcément nécessite derrière un suivi. Construire la démarche, c'est bien, mais l'animer, c'en est une autre. Et donc, il faudra un point d'attention sur le suivi et l'animation de la démarche pour garder en fait l'engagement des parties prenantes et pour garder l'engagement des collaborateurs tout au long de la mise en place du plan d'action. Dans les difficultés rencontrées ou qui sont à prendre en compte, bien définir le périmètre et les sujets à interroger. Dans un entretien de 3/4 d'heure, 1 heure, on ne peut pas poser toutes les questions. Il faut donc construire avec précision le guide d'entretien semi-directif. On est sur du semi-directif, on est sur des questions ouvertes pour justement récolter beaucoup de matière, mais il faut le construire avec précision parce que c'est vraiment cette matière qui va ensuite permettre de construire la démarche. Dans les entretiens, ils peuvent être difficiles à programmer parce qu'on va avoir des gens qui vont pas forcément être intéressés par le sujet, donc il ne faut pas hésiter à insister. On peut être face à des profils non experts où il faudra faire preuve de beaucoup de pédagogie et on peut aussi avoir de la résistance au changement. Moi, j'en ai eu. J'ai eu des personnes qui étaient pas forcément très copines avec la RSE et qui du coup ont montré une certaine forme de résistance pendant l'entretien. C'est pas forcément des entretiens agréables, mais malgré tout, il faut pouvoir entendre toutes les opinions s'exprimer et entendre tous les acteurs s'exprimer. Donc il faut se préparer par rapport à certains entretiens qui seront plus ou moins faciles à mener. Il y a un point aussi important, c'est qui peut être source de difficulté, c'est la subjectivité, c'est un peu les limites de l'exercice. On reste sur un panel restreint et on va interroger des individualités. Donc moi, j'ai eu des interlocuteurs qui ont joué le jeu et qui ont vraiment été très corporate en parlant de la position officielle de leur entreprise. Et j'ai eu d'autres interlocuteurs qui, au contraire, ont vraiment fait parler leurs opinions personnelles qui pouvaient parfois venir en contradiction avec la position officielle de l'entreprise. Donc, cette subjectivité, il va falloir essayer de jouer avec et de la travailler au niveau de la matrice de matérialité avec un système de pondération. Et enfin, la matérialité en elle-même, on est sur un panel restreint. C'est une matrice que j'ai construite sans questionnaire quantitatif, mais dans 3 ans, enfin en 2026 avec Paul, c'est pas dans 3 ans, maintenant c'est dans un an, il est prévu que cette matrice de matérialité, elle soit remise à jour au regard d'un questionnaire quantitatif qui permettra d'interroger un plus grand nombre de parties prenantes. Ça peut être intéressant dès le début d'intégrer le questionnaire quantitatif et la partie qualitative au travers du dialogue. Mais ma directrice de thèse me l'a interdite, sinon elle avait peur que je termine pas ma thèse. Donc on est resté sur 12 entretiens avec des parties prenantes, mais ce questionnaire quantitatif peut être un plus intéressant à ajouter dans une démarche de dialogue. Je vous ai mis ici les démarches étape par étape que vous pourrez retrouver, qui vous permet de suivre le guide. Et ça commence bien sûr par un état des lieux des actions qui sont mises en place dans l'entreprise. Il y en a toujours qui sont mises en place. C'est important de pouvoir les identifier. Pour finir, les clés de succès de cette méthode, de mon point de vue, c'est un, prendre le temps. 2, dédier une personne à la démarche, ou en tout cas une personne qui puisse piloter la démarche. Et 3, embarquer les équipes en interne dans cette démarche. Et ne Bam! pas oublier qu'une démarche RSE ne se construit pas pour soi, mais pour ses parties prenantes, et que le dialogue, c'est une opportunité de co-construire une stratégie qui réponde vraiment aux attentes. Je vous remercie pour votre attention et je vais pouvoir laisser la parole à Xavier. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints, j'ai pas salué tout à l'heure.
Pour rebondir un petit peu sur ce que disait Julia, qui vous a expliqué ce qu'elle a fait, je pense que je ne vais pas vous réexpliquer tout ça. Peut-être plus vous expliquer comment, chez Pulse, on en est arrivé là et ce que ça a pu nous apporter. Euh, Pulse, est une société qui a été créée dès le début avec un esprit différent, familial. Et je sais pourquoi Julia a dit qu'on est des ovnis, parce qu'on a tout pris à l'envers. On n'a pas du tout fonctionné comme une société normale. 7 ans après, on ne le regrette absolument pas parce qu'on se positionne aujourd'hui comme leader sur notre secteur d'activité. On est même pour certains acteurs en train de devenir une référence. Euh, Ce qui a fait qu'on soit différent, c'est qu'au début de notre lancement, on ne s'est jamais trop posé de questions. On a d'abord commencé par faire ce qu'on savait faire, ce que je savais faire, du commerce. Et une fois qu'on avait fait du commerce et du chiffre d'affaires et de la marge, on a toujours, et on le fait toujours, réinvesti dans la société pour la faire grandir, pour la faire structurer. Pour la structurer. Comme vous a dit Julia, elle a grandi très très vite. Et bon, on court toujours après la structure et l'organisation, mais ça, je pense que tant qu'on sera là et tant que je serai là, on continuera à courir après l'organisation et la structuration, mais c'est pas très très grave, ça occupe l'esprit. Euh, Par contre, Pulse a toujours été construite comme une société qui souhaitait mettre. Alors, je serais très prétentieux si je disais que je souhaitais mettre la RSE au centre de la société, parce que c'est plus les valeurs qui étaient les nôtres avec Cécile qu'on souhaitait mettre au centre de la société. Et il s'avère que ces valeurs sont des valeurs plutôt RSE, plutôt familiales et avec des impacts plutôt positifs. Donc ça, on l'a mis en place, on l'a jamais formalisé parce que ça nous paraissait tellement naturel que je ne voyais pas, pour ma part, l'intérêt d'aller écrire que on allait faire attention à nos équipes, que nos équipes étaient ce qu'il y avait de plus important chez nous, que pour que nos équipes soient performantes, heureuses et en vie, il fallait aussi qu'on prenne soin de leur famille et qu'on intègre leur famille à la société, au groupe qu'on voulait. Enfin, au groupe, je ne parle pas de groupe de société, je parle vraiment de groupe humain, au groupe humain qu'on voulait construire et qu'on voulait constituer. Je ne voyais pas l'intérêt d'écrire que on remplaçait des meubles avec des gaz hyper polluants par des meubles avec des gaz dits propres, qu'on essayait de les recycler au maximum pour faire augmenter leur durée de vie. Parce que j'ai envie de vous dire, c'est quand même juste un peu de bon sens que nos grands-mères ont eu bien avant nous. Et il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'on a fait. Euh, Néanmoins, il s'est avéré que même si Julia nous avait rejoint avant et qu'on avait fait la démarche, enfin on avait lancé la démarche avant, quand on a fait notre première bilan, notre première audit EcoVadis, comme vous avez dit Julia, on a eu une note que j'ai toujours pas digérée. Et quand on a fait le deuxième, on n'avait rien fait de plus, on avait juste formalisé, écrit, organisé, etc. Et je pense qu'on est plus à une note maintenant qui correspond à notre investissement et à nos actions. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Et sachez que j'ai recruté Julia comme responsable RSE avant de recruter un directeur financier. Donc ça vous donne un ordre d'idée de l'atypisme de cette société et de ses priorités. Si on revient un petit peu sur la matrice de matérialité que vous a présentée Julia, cette matrice, elle a plein d'intérêts. Alors moi, je vous conseille de ne pas forcément la faire au début d'une activité, mais plus quand une activité est déjà lancée, parce que je pense qu'il ne faut pas mettre en place des principes ou des objectifs en fonction de cette matrice. Il faut créer en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on veut donner à nos parties prenantes et de la façon la plus transparente possible. L'intérêt de faire cette matrice un petit peu après avoir lancé son activité, et je pense qu'il y a un intérêt à la refaire à des périodes régulières et récurrentes, c'est que ça permet de faire un bon état des lieux de où on en est, de est-ce que le message qu'on souhaite délivrer au quotidien est bien délivré, est-ce qu'il est bien perçu, de se rendre compte de comment l'ensemble de nos parties prenantes
Et Julia vous parle de parties prenantes, mais enfin, vous a parlé des grandes parties prenantes, mais aujourd'hui, nous, par exemple, on a fait le choix de ne pas laisser notre linge à des gens comme différentes grandes sociétés de nettoyage, mais de le faire avec le petit pressing de notre ville. C'est aussi intéressant d'échanger avec le petit pressing de notre ville pour comprendre ben, ce qu'il en est, quelles sont ses contraintes, comment est-ce qu'on peut l'aider, comment est-ce que tous ensemble, on peut essayer de faire mieux. Donc, ne voyez pas la matrice de matérialité et ce dont Julia vous a parlé comme euh, un passage obligé, comme un ça sera vachement mieux si on le fait, comme un c'est bon pour notre note pardon, RSE, mais voyez-le plutôt comme un super audit. Quand vous rachetez des sociétés ou quand vous vous apprêtez à investir, vous avez différents audits, différents VDD, différentes VDD, les VDD financières, les VDD stratégiques. Je pense qu'on devrait faire une petite matrice de matérialité parce que il en ressort sûrement beaucoup plus de choses, beaucoup plus de poils à gratter ou beaucoup plus d'éléments de satisfaction, mais on a, je trouve, une bien meilleure connaissance d'une entreprise après une matrice de matérialité qu'après une VDD Strat ou une VDD FI. Et j'ai des VDD Strat et des VDD FI de mon entreprise et d'autres entreprises sur mon bureau, donc je suis assez libre pour en parler. Donc, je pense que c'est une super opportunité. Je pense que c'est la rampe de lancement d'une démarche RSE, parce que comme vous l'a dit Julia, ça permet de voir ce qui reste à faire, ça permet de voir comment le message est perçu, je vous le répète, Euh, et ça permet surtout de voir aussi ce qu'on doit corriger dans notre communication, dans nos actions, pour être en adéquation avec nos valeurs et avec nos objectifs. Donc, si vous avez des questions, maintenant j'y répondrai, mais voilà, sinon après on va reboucler sur les mêmes sujets, à moins que Julia veuille que j'aborde peut-être d'autres sujets un peu plus spécifiques, je ne sais pas. Non, c'est bon, Xavier. Bon, ben voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Je pense qu'on est bon dans le timing. Est-ce qu'il y avait des questions, Sonia? Oui, on a une question. Alors, c'est hop, juste. Donc, au sujet de la cartographie que tu présentais en début de Oui. présentation, est-elle un outil de communication? Je pense que c'est ce que tu avais dit à un moment donné. Et à Oui. destination de qui? En fait, cette cartographie, c'est un super outil de communication. Elle est à destination à la fois de l'interne et de l'externe. On va pouvoir l'utiliser en interne pour pouvoir présenter justement l'écosystème aux salariés et leur expliquer dans quel environnement ils évoluent et pouvoir parler de la méthode et de la RSE. Mais à l'externe, c'est aussi un document qu'on va reprendre, par exemple, qu'on peut mettre sur un site internet, qu'on peut mettre dans les rapports RSE qui peut venir justement présenter l'environnement, l'écosystème de l'entreprise. Chez nous, par exemple, il est dans notre rapport RSE, mais faites pas de la RSE pour, pour la communication, c'est une énorme bêtise. On ne fait pas de la RSE pour les autres, on fait de la RSE pour soi. Et cette matrice de matérialité, plus qu'un un vecteur de communication, c'est un vrai vecteur et un vrai outil de prise de conscience pour un management, pour un codir, pour un actionnaire. Euh, et c'est ce qui permet vraiment je vous le redis, de voir si le message qu'on veut faire passer a été entendu, de corriger et de remettre l'accent sur les priorités. Et à un certain moment, pour toute entreprise, euh, ses priorités, c'est quand même les priorités de ses clients, de ses partenaires, de ses fournisseurs, de son écosystème. Donc cette matrice de matérialité, c'est pour moi, plus que la communication, son plus grand intérêt, c'est de remettre l'église au milieu du village et de s'assurer qu'on soit sur le bon chemin, qu'on ne se soit pas trompé. Donc effectivement, dans la communication qu'on va avoir ensuite en interne, en externe, on peut utiliser la cartographie des parties prenantes, on va utiliser la matrice de matérialité qui est aussi dans notre rapport RSA. On ne va pas forcément rentrer dans le détail du plan d'action, ça ce sont des choses qu'on va garder en interne, mais par exemple le plan d'action, il est partagé avec l'ensemble des salariés, il est accessible sur un serveur interne et n'importe qui peut venir le consulter et également
compléter des informations, puisqu'il y a une partie des salariés qui portent eux-mêmes des projets qui sont pilotes de certains projets. C'est ça qui est très intéressant, en fait, c'est que au début, j'étais un peu seule sur la RSE, et puis ensuite, on a les ambassadeurs qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, on a une personne qui s'appelle Manon, qui est arrivée en alternance et qui travaille donc avec moi sur la RSE. Et du coup, aujourd'hui, il y a quand même une grande partie de l'entreprise qui est mobilisée sur ces sujets. Et ça permet de vraiment accélérer la démarche. Je vois une question. Quelle est la durée de vie de cette carte? Temporalité de révision. Je pense alors sur la cartographie, je pense que c'est quelque chose qui ne va pas énormément bouger. Euh, Ça peut être intéressant peut-être de la revoir tous les 5 ans, par exemple, en fonction de l'évolution des activités de l'entreprise, notamment si l'entreprise s'est développée sur différents produits, différents secteurs, a changé d'activité. Par contre, sur la matrice de matérialité, c'est bien de la réviser tous les 3 ans, parce qu'on est dans un monde qui évolue, avec des préoccupations qui évoluent, et ça évolue assez vite. Donc c'est important de pouvoir faire une révision tous les 3 ans. Et comme je l'expliquais, nous, en 2026, il n'est pas prévu qu'on refasse des entretiens et un dialogue complet, mais plutôt qu'on parte sur des questionnaires quantitatifs envoyés en plus grand nombre à des parties prenantes, à tout un panel de parties prenantes, et qui nous permettra de réajuster les enjeux matériels. Alors peut-être qu'il y a des nouveaux enjeux qui vont apparaître, ceux qui existent vont peut-être changer de place, sortir de la matrice ou autre, mais on va faire une mise à jour. En général, c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'entreprises, c'est une mise à jour tous les 3 ans pour rester quand même en phase avec l'évolution des attentes. Merci. Merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup, Xavier. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions dans l'auditoire, mais n'hésitez pas, hein. Profitez-en, on a encore un peu de temps. Oui, Moi, on peut. moi j'en ai une. Bonjour Xavier, bonjour Julia. Super intéressant et bravo à Paul, c'est pas une grosse découverte pour ma part. La question que j'aimerais poser, c'est la, la suite du dialogue avec les parties prenantes dans le temps, enfin, ou dans le futur, au travers voilà, de cette démarche où vous avez interrogé les parties prenantes, etc. La suite, est-ce que vous mettez en place, par exemple, ou est-ce que vous avez mis en place un comité de parties prenantes? Est-ce que vous avez peut-être élargi le conseil d'administration de Pulse avec peut-être quelques parties prenantes représentatives. Enfin voilà, comment s'inscrit dans la durée ce dialogue ou cette relation, là des relations, disons, entre guillemets, business, hein, opérationnelles. Oui, très bonne question, Alain, merci. Effectivement, on peut voir souvent que le dialogue est suivi d'un comité de parties prenantes, de mise en place d'actions de ce type. Alors nous, on en a discuté avec Xavier, on s'est posé la question, on s'est dit que c'était un petit peu tôt pour le faire et qu'on allait plutôt poursuivre ce dialogue en essayant d'instaurer une communication annuelle aux parties prenantes pour justement leur parler de notre démarche et communiquer sur cette démarche. Alors on a essayé d'ailleurs d'organiser un événement physique de présentation des résultats du dialogue avec les parties prenantes, qui malheureusement n'a pas pu se tenir pour des raisons d'agenda et parce que aussi on a des parties prenantes externes qui sont partout sur le territoire. Donc ça a été un petit peu compliqué à organiser. Je pense qu'on relancera le projet, mais sans doute de manière dématérialisée. C'est un peu dommage. On aurait voulu quelque chose de physique, mais c'est compliqué en fait au niveau des agendas. Donc en fait, il faut qu'on puisse effectivement trouver le bon moyen de communication pour continuer en fait idéalement d'informer nos parties prenantes externes. Hein. Les parties prenantes internes, elles sont informées très souvent sur l'évolution de la stratégie, au moins une fois à deux par an, mais nos parties prenantes externes, pouvoir les informer et trouver le bon canal pour continuer de leur donner de la visibilité sur la démarche. Est-ce que ça répond à ta question, Alain? Oui, très bien, merci. Et ce sont des très bonnes idées de mettre en place des comités à adapter en fait vraiment à, à la typologie de l'entreprise et à ses moyens et au type d'entreprise. Voilà. Merci beaucoup, Julia. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein.
à utiliser vos micros aussi si vous en avez envie. Oui, avec plaisir. Non. Si- On a été ben, super clair. bah oui, je pense que... Ah, merci beaucoup. Êtes-vous Ah, allé vers une labellisation RSE? alors, on n'est pas allé vers une labellisation. On a choisi de faire auditer notre démarche par EcoVadis, qui n'est pas vraiment un label, mais plutôt un audit. On a réfléchi aux labellisations. On s'est posé la question sur Bicorp, qui nous semble être aujourd'hui un label assez exigeant et assez sérieux, mais on s'est dit que c'était encore un petit peu tôt pour Pulse. Donc, pour l'instant, pas de labellisation, une reconnaissance ou un audit externe de la part d'Ecovadis et on va plutôt aller vers une certification ISO sur la qualité. Voilà vers quoi on a plutôt décidé d'aller. Je pense que la certification ISO est peut-être plus sérieuse que certaines autres. C'est vrai que dans les labels, il y a un petit peu de tout et on est toujours un peu, on a souvent du mal à mesurer le sérieux et la réalité en fait des actions. Ecovadis par exemple, on est très content de cette médaille d'or, mais soyons réalistes, Ecovadis c'est du déclaratif. Nous, on a réellement mis en place les actions, mais si on avait voulu raconter une histoire, euh, bon, on aurait, bien sûr, il faut pouvoir fournir des documents, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est sur des audits comme ça, il y a quand même une grande part de déclaratif et on peut frôler le greenwashing. Donc aujourd'hui, voilà, notre choix va plutôt être de se tourner vers de l'ISO pour avoir une reconnaissance qui soit vraiment solide et sérieuse. Si vous n'avez pas d'autres questions, je ne sais pas, peut-être que Julia et Xavier, vous avez un petit mot de la fin Ah si, à je partager. voulais juste dire un petit mot là. Ah, Mon micro marche? Oui. oui, c'est parfait, on vous entend bien. Pour enchérir sur avait dit Julia, effectivement, bon, l'audit ISO, moi c'est très sérieux. Moi, j'ai participé à ça il y a 20 ans et quelques sur une petite entreprise industrielle du bassin de Lac, une petite entreprise de chantier électrique, donc appartenant à un groupe comme Vinci Énergie. C'était quelque chose à la fois de petit, mais de conséquent. Et à défaut de labellisation, c'est vrai que les audits ISO 9001 à l'époque, c'était quelque chose de très sérieux qui donnait de très bons résultats. Voilà. Bon, je trouve que c'est une bonne voie pour Oui. l'instant. C'est une bonne voie. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il manque. C'est vrai que l'ISO 26000, ce n'est pas un label, c'est pas une certification officielle, c'est un cadre de référence. Dans les normes ISO, d'ailleurs, il n'y a que 5% qui donnent lieu à des certifications. Donc ça, c'est quelque chose qui est peu connu, mais il y a très peu de normes ISO qui donnent lieu à des certifications. Ce sont en général des cadres des références. Peut-être que ce qui manque, effectivement, c'est peut-être une norme ISO sur la RSE qui pourra vraiment venir valider une démarche sincère et réelle. J'ai envie de dire que malgré tout, aujourd'hui, ce qui va se passer avec la CSRD, va nous permettre d'aller vers l'apport de preuves en fait. Mais encore une fois, la CSRD, on en est au début. Aujourd'hui, elle a été mise en place dans les entreprises de plus de 500 salariés. Elle est en discussion à la Commission européenne pour être peut-être retravaillée. Donc, on est dans le début d'un travail de reporting qui aujourd'hui nécessite qu'on trouve des outils, des labels, des normes ou je ne sais quel outil qui permettent vraiment de valider la réalité d'une démarche. C'est un petit peu ce qui nous manque aujourd'hui. Mais en tout cas, pour le mot de la fin, moi, je voulais simplement dire, voilà, n'hésitez pas à être ambitieux dans la construction de cette démarche et intégrer le dialogue dans dans la stratégie. Et puis, si vous avez besoin d'autres conseils ou que vous souhaitez qu'on en rediscute, je resterai à votre disposition. Vous aurez mes coordonnées dans le support qui sera envoyé par Sounia. Ce sera un plaisir pour moi. Merci beaucoup, Julia. Merci Pour beaucoup, ma, Julia. Merci, Xavier. pour ma Passionnant. part, je vous remercie et puis je vous dirai à tous, n'ayez pas peur
d'être honnête dans votre démarche RSE. Merci Xavier pour ce mot de la fin. En tout cas, nous, on était ravis de vous accueillir. Merci beaucoup pour la qualité de votre intervention. Donc, comme disait Julien, on vous partagera le replay, la présentation, les contacts si vous avez envie de poursuivre les échanges. Et puis peut-être qu'on se recroisera sur un autre format d'atelier transition. Merci beaucoup à toutes et tous.